Amis culturels, bonjour et merci d'être des nôtres. Cultura de ce jour, il faut dire que juin 1995, juin 2020, nous étions là dans la célébration du 25e anniversaire de la mort, il faut dire, de Sony Laboutonsi. Et 1995, juillet 2020, également 25e anniversaire de la mort de Sylvain Tari Mbemba. Juillet 2009, juillet 2020, nous sommes dans la 11e, également année 11e, donc année anniversaire de la mort de Jean-Baptiste Tati-Loutard. Trois noms qui nous rappellent la grandeur, sinon la grande densité de ces trois écrivains congolais. Et pour évoquer la mémoire de ces trois grands écrivains sur le plateau de Cultura, le professeur André Patient Bokiba. Bonjour professeur. Bonjour Sauf Girard. Et merci de répondre à cette invitation de Cultura. Avec vous, nous allons donc évoquer là la mémoire de ces trois grands noms lorsqu'on a dit Sylvain Tari Mbemba. Professeur André Patient Bokiba, qu'est-ce que ça vous rappelle? Oh, Sylvain Tari Mbemba me rappelle tout simplement une anecdote. L'anecdote d'un nom sous lequel vous ne trouverez aucun écrit. Tout simplement parce que Sylvain Mbemba n'a adopté ce nom-là, qu'il n'a pas beaucoup utilisé en réaction à l'usurpation, entre guillemets, d'un autre compatriote qui s'appelait également Sylvain Mbemba, et qui résidait en Côte d'Ivoire, et qui signait ses textes du nom de Sylvain Mbemba, et suivi de la mention écrivain. En réalité, vous ne trouverez aucun texte signé de cette manière-là. Vous voyez, ça n'est qu'une anecdote. Mais maintenant, je sais que au cours de cet hommage auquel vous me faites l'honneur de participer, nous allons revenir sur l'œuvre de Sylvain Mbemba. Mais Sylvain Tari Mbemba n'a pas signé de texte au nom de Sylvain Tari Mbemba. Il n'existe pas de texte. Merci, professeur. Alors, il faut dire romancier, dramaturge, essayiste, musicien également, journaliste, il l'était, et vous venez de le dire, professeur, que jamais on n'a lu un texte de Sylvain Tari Mbemba, mais plutôt il s'est présenté sous des pseudonymes, et après on a l'écrivain, le dramaturge qui a signé Sylvain Mbemba. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de l'imaginaire ou de l'écriture de Sylvain Mbemba? L'imaginaire, bon, revenons d'abord sur les noms. Il est vrai qu'il n'existe pas dans l'espace littéraire congolais un écrivain qui est usé d'autant de pseudonymes que Sylvain Mbemba. Et c'est une question que j'ai étudiée dans un texte qui est déjà ancien, qui a plus de près de 25 ans, c'est-à-dire le dédoublement, sur le thème du dédoublement. Et suivant qu'il écrivait des pièces de théâtre, des romans, des articles sportifs, des chroniques politiques, il utilisait des pseudonymes tout à fait différents. Je ne vais pas vous citer les 11 pseudonymes, mais je sais qu'il en a utilisé beaucoup. Quelle est la conséquence d'un tel phénomène? C'est le rapport à l'écriture que l'on utilise, à l'écriture que l'on pratique, c'est-à-dire la volonté de ne pas mettre en avant sa propre identité d'écrivain, mais de mettre en avant l'écrit que l'on met à la disposition du lecteur. Cela est tout à fait remarquable. Et dans l'espace littéraire congolais, c'est assez rare. Ben, évidemment, Chikayo Tamsi, c'est un pseudonyme.
c'est le pseudonyme de Gérald Félix Chikaya. Sonny Laboutansi, c'est aussi un pseudonyme, celui de Marcel Sonny. Bien, mais ce sont, pour Chikaya Utamsi et Sonny Laboutansi, ce sont des pseudonymes qui se sont, j'allais dire, légitimés, qui se sont figés de telle sorte que, tout en étant des programmes d'écriture, ces pseudonymes sont restés les mêmes pendant toute leur création littéraire. Mais pour Sylvain, il n'en est pas été ainsi. Ça a été tout à fait différent. Et il jouait beaucoup, même dans le journal de la semaine auquel il collaborait. Il pouvait signer d'un nom une chronique, j'allais dire sociologique, et dans notre nom, une chronique littéraire. Ça n'est pas tout à fait pareil. Hein, ça n'est pas tout... Et il a été aussi un préfacier. Le préfacier qu'il était, signait ses préfaces, pour revenir à Sylvain Tari Mbemba, il signait ses préfaces de Simon Tari. Vous voyez, de Simon Tari. Et c'est en connaisseur qu'on pouvait savoir que telle préface était de Sylvain Mbemba par l'écriture, par la densité, par la multiplicité des références qu'on trouvait dans cette préface, dans l'analyse, la présentation, la recommandation qu'il faisait des textes des autres écrivains, que l'on pouvait détecter son écriture. Je vous raconterai une anecdote. Je crois qu'il avait gagné un prix sous le pseudonyme de Martial Malinda. Et ça se passe à Paris. Et c'est Guy Menga qui raconte cette anecdote. Il y a un Congolais qui vient de gagner un prix, le grand prix du concours théâtral de l'ORTF ou RFI après. Et évidemment, Guy Menga ne connaissait pas ce compatriote qui écrivait une œuvre qui pouvait l'amener à gagner un prix. Vous voyez ? Et il s'était longtemps demandé qui c'était. Ça n'est que plus tard qu'il a découvert que derrière Martial Malinda, c'était Sylvain Mbemba. Il y avait donc ce rapport assez particulier de son nom, de sa signature par rapport aux œuvres, à sa création théâtrale, sa création romanesque, son écriture journalistique, etc. Voilà. Mais professeur, vous parlez du dédoublement et vous devenez justement de donner les plusieurs, il faut dire, noms ou sobriquets plus d'eau que Martial Linda, Sylvain Mbemba, Sylvain Tari Mbemba. Alors, mais en même temps, il faut parler du rapport à l'écriture, mais est-ce là aussi, n'est-ce pas là aussi une façon pour Sylvain Mbemba de se dédouaner d'une certaine critique, disons, à l'endroit de ce pouvait être la réception de ses écrits, dans la critique également qu'il faisait, il faut dire, parce que là, il y a une critique, n'est-ce pas, sociale, il y a une critique politique, et il pouvait s'attendre certainement à un retour qui ne pouvait naturellement pas l'arranger. Bon, je n'en sais rien. Comment justifiez-vous alors la question que vous posez, c'est une question qui concernerait les effets éventuels des sanctions qu'un écrivain pourra encourir du fait de la censure. Bon, je ne pense pas que ce soit cela. Je pense que c'est plutôt une question de pudeur et que parce que le microcosme littéraire congolais est assez petit pour que tout de même on réussisse à identifier qui c'est qui a écrit quoi. Je ne pense pas que ce soit par angoisse d'être ou de ne pas être reconnu, parce que de toute façon, un écrivain, on finit toujours par le reconnaître. Et non, je ne pense pas. Et puis, il y a, dans la littérature congolaise, il n'y a pas eu beaucoup de censure. Hein. C'est vrai qu'à l'époque où l'écrivain, il est mort quelques 6 ans après l'avènement de la démocratie pluraliste dans notre pays, mais il n'y avait pas eu beaucoup de censure. Donc il ne pouvait pas craindre cela. Je crois que c'était une façon d'être à la fois ici et ailleurs. Hein, le thème de la gémellité, c'est-à-dire des jumeaux, le thème de la dualité est un thème fondamental de l'œuvre de Sylvain Mbemba. Hein, vous voyez, c'est une façon d'être à la fois là et ailleurs,
de se dédoubler, de... Je ne sais pas s'il était jumeau lui-même, mais en tout cas, c'était plutôt quelque chose de ce genre. Okay. Lorsqu'on parle de Sylvain Mbemba, ou lorsqu'on évoque ce nom, on a tout de suite ceci qui vient donc dans la mémoire des Congolais, sinon des littérateurs, il faut dire des écrivains congolais, qu'il était un homme orchestre, qu'il était la charpente, il faut dire, de la fratrie, puisqu'on a parlé de la fratrie congolaise dans la littérature congolaise. Oui, ben je dois dire qu'en ce qui concerne le mot fratrie, nous avons cette expression appliquée à la littérature congolaise. C'est lui qui l'a utilisé dans un texte tout à fait remarquable qu'il a publié dans un numéro de notre librairie qui a été consacré à la littérature congolaise, le numéro, je crois, de 1988 et le numéro 93. Et là-dedans, il définit ce que c'est que la fratrie. La fratrie, la Congolie, qui est un espace. Il le définit dans ce texte admirable avec un certain nombre de... c'est en fait l'univers thématique qu'il définit en alignant les titres des œuvres d'écrivains congolais, mais également cette fratrie nous rappelle la relation qu'il y a entre les écrivains congolais, qui est une relation tout à fait particulière. Je ne sais pas si on la trouve ailleurs, mais ce n'était pas une... C'était des relations de collaboration, d'amitié, les uns pour les autres. Les uns étaient les dédicataires des œuvres des autres, etc. Les uns étaient les préfaciers des œuvres des autres. C'était une pratique tout à fait courante qui, depuis d'ailleurs, a tendu plutôt à s'amenuiser un tout petit peu des écrivains congolais, sans que cela n'affecte la qualité. Ça n'est pas parce que Sylvain Mbemba c'est pas parce qu'il écrivait une préface pour Maxime Debeka que l'œuvre n'était pas bonne. Non, voyez. Et cette fratrie avait ceci, puisque nous parlons là de 3 écrivains, elle est allée dans la gestion même de la carrière des écrivains. Et nous savons le rôle que Sylvain a joué dans la carrière de Sonny Laboutansi, par exemple. Nous savons également le rôle que Tati a joué dans la carrière littéraire de Sonny Laboutansi, qu'il a dû, détectant son talent éblouissant, mettre dans son cabinet pour lui donner la latitude de créer. Nous savons tout cela. C'est ça la fratrie. Et vous savez également que quand, dans la dédicace d'une vie et demie, une vie et demie est dédiée également à Henri Lopez, puisque c'est aussi son œuvre. Cette fratrie, c'est cet ensemble de relations tout à fait particulières entre les écrivains congolais dans cet espace qu'on appelle la Congolie et que Sylvain Mbemba a admirablement défini dans ce texte-là. De Sylvain Mbemba, nous retenons L'Enfer, c'est Orphée, une pièce de théâtre parue donc en 1970, L'homme qui tua le crocodile aux éditions Clés en 1972, Une eau dormante, Un foutu monde pour un blanchisseur trop honnête, théâtre et pièce de théâtre en 1979, Embouteillage, une pièce de théâtre en 1978, Rêve portatif, qui est un roman paru aux éditions Neya en 1979, Le soleil est parti à Pemba, Sanglot pour Negro Congo, Nègre Congo, pièce de théâtre, enfin recueil de nouvelles en 1988. Alors, moi je vous demanderai d'ajouter Léopolis. Léopolis, voilà. Je vous demanderai d'ajouter Léopolis parce que Léopolis entre dans le mythe de Patrice Lumumba. Ce Fum-là, c'est une œuvre qui est comme certains autres textes qui sont des hommages au mythe d'eux. Et là, Léopolis, c'est une œuvre fabuleuse. J'ai regardé sur Internet, je ne l'ai plus, je pensais pouvoir l'avoir encore. Non, je ne l'ai plus dans ma bibliothèque. Il faut ajouter Léopolis, voilà. C'est-à-dire la ville des lions. Voilà. Alors, puisque là vous parlez également, là vous évoquez là, les titres, les grands titres de Sylvain Mbemba, qu'est-ce qu'on peut retenir de l'œuvre de Sylvain Mbemba? Qu'est-ce qu'on peut retenir de l'œuvre de Sylvain Mbemba? L'œuvre de Sylvain Mbemba est ancrée dans
le temps congolais. Vous voyez, c'est essentiellement cela, le temps congolais, les aspects de l'existence, de la vie. C'est aussi une chronique congolaise. C'est aussi une chronique congolaise, c'est essentiellement cela. Mais il y a d'autres textes, ses dispositions vis-à-vis de l'art, son attitude vis-à-vis par rapport à sa passion pour le cinéma, pour les images. Pour tout cela, c'est cela que représente l'œuvre de Sylvain Mbemba. Professeur André Patient Bokiba, vous venez là de mentionner deux choses qui m'intéressent, le temps, également le rapport à l'art. Et ça nous ramène également à Jean-Baptiste Tati-Loutard, pour qui également le temps était vraiment au centre de son œuvre. Oui, mais le temps pour Tati-Loutard, c'est tout à fait remarquable. Dans une conversation avec Gérald Brizot et Alain Clavreuil, il définit son rapport au temps. Et il dit que notre temps, à nous Africains, n'est pas le temps cumulatif des Européens de l'Occident. Notre temps, il est plutôt voisin de la durée. Vous voyez, notre temps, c'est plutôt la durée. Le temps également, c'est cette espèce de contenant invisible dans lequel nous inscrivons l'existence des êtres et des choses. Vous voyez, c'est tout à fait remarquable. Et il a écrit les normes du temps. Et au bout du temps, il y a bien sûr la mort. Hein. Il y a bien sûr la mort. Et sur le thème de la mort, Jean-Baptiste Tati-Loutard a écrit un certain nombre de poèmes. Il y a eu le récit de la mort, qui est quelque chose de tout à fait remarquable également, un roman remarquable. Mais le temps, et je ne voudrais pas vous citer ce texte, je voudrais vous citer ce passage vous donner cette citation d'André Breton, où il dit, je vais la trouver, hein, où Tati dit, alors, vous me donnez, j'ai du mal à imaginer qu'un jour, mon cœur s'arrêtera de battre. Vous voyez, c'est... Et vous pouvez citer le titre de l'ouvrage que vous venez de... Non, ça c'est les Conversations congolaises d'Alain Brizot et de Gérard Clavreuil. Merci. Donc le temps est quelque chose de tout... Et le temps également, c'est l'immortalité de l'artiste. Le temps, c'est le rapport de l'artiste à son art. Que devient l'œuvre? Que devient l'artiste après sa mort? Il y a dans les normes du temps un certain nombre de poèmes qui sont dédiés à l'artiste, à la mort, s'intitule même à la mort de l'artiste. Un certain nombre de poèmes dédiés à Franklin Bukaka qui indiquent qu'au fond, un artiste n'est jamais mort définitivement. Il y a ce qu'on appelle l'immortalité de l'artiste. Et c'est cela la notion du temps chez Tati-Loutard. Je voudrais vous indiquer à propos de Tati-Loutard, c'est également cette réflexion considérable qu'il a fait sur la poésie. Parce que Tati-Loutard, après tout, c'est d'abord un poète. Il n'est pas dramaturge, il ne nous a pas laissé une pièce de théâtre. Il est romancier parce qu'il nous a laissé des pièces plutôt des romans et des chroniques, des nouvelles, mais il est fondamentalement d'abord un poète. Et c'est cela. Et en matière de poésie, il a également laissé la vie poétique, qui est un recueil d'aphorismes tout à fait remarquable en ce qui concerne son expérience d'écriture, son expérience de poète. Voilà. Alors, vous avez parlé là donc du rapport donc le temps avec Jean-Baptiste Loutard, mais aussi le rapport avec la mer et le rapport également là, avec la mort, là vous avez mentionné, mais aussi le regard qu'il avait, n'est-ce pas, dans l'art. Donc l'acte de créer, l'acte également, il faut dire que Tati-Loutard a beaucoup apporté, sinon contribué dans cette... Cela rejoint un peu ce que je viens de vous dire à propos de la vie poétique. Il a fondamentalement, il faut lire ces aphorismes qui sont tout à fait remarquables, dont le caractère lapidaire est tout à fait profond. Mais également, il ne faut pas oublier que Tati-Loutard était un critique d'art. Un critique d'art, un critique en ce qui concerne... Il a écrit des textes sur les peintres congolais qui sont des textes
tout à fait profond, tout à fait remarquable. Hein. Il avait une culture artistique tout à fait profonde. Il suffit de regarder cela dans les mélanges qu'il a rédigés. Il y a un certain nombre de textes tout à fait lumineux à ce propos. Hein. Ce rapport à l'art, c'est également le rapport qu'il a avec les œuvres des autres écrivains, bien sûr, mais les œuvres des autres artistes, des artistes peintres, Goethen, des sculpteurs, voilà. et cela est tout à fait remarquable. Il était très proche de Goethen également, il faut le dire. Alors, nous avons parlé du temps et nous avons une chronique congolaise. Et on sait que vous l'avez mentionné, dans chronique, nous avons là cette dimension du temps, ou la notion de temps, il faut dire, dans chronique congolaise. Il y a aussi les nouvelles chroniques congolaises que nous avons également. Donc, nous sommes là en 74. Nous avons l'œuvre poétique. Nous avons l'envers du soleil en 78. Et les normes du temps, vous l'avez mentionné, professeur. Les feux de la planète. Le récit de la mort. Le dialogue des plateaux. Et je pourrais continuer également, puisque vous avez parlé des mélanges également. On sait que dans les mélanges, il y a finalement ce melting pot également littéraire qu'il y a, les aphorismes et autres qui l'apportent. Alors, et de Tati, qu'est-ce que l'on peut également retenir pour ceux qui ne connaissent pas très bien Tati Loutard? Mais ceux qui ne connaissent pas Tati Loutard, je les invite à lire Tati Loutard. Hein, il faut lire Tati Loutard. Mais je voudrais faire remarquer un aspect qui est tout à fait remarquable. C'est un aspect qu'il a consacré à la femme, au thème de la femme. Il a écrit beaucoup de poèmes sur la femme. Et ça... une série de poèmes sur la femme qu'il faudrait lire. Mais je pense que la poésie de Tati Loutard, c'est un regard sur les êtres et sur les choses, et même sur l'actualité, sur ce qui se passe. Il disait lui-même dans un aphorisme, je caricature, il dit, quand un poète regarde un objet, cet objet est en train de changer de forme. Vous voyez ? Quand vous lisez des poèmes du serpent austral, quand il décrit la libération de Nelson Mandela, c'est tout à fait étonnant, c'est poignant. Il transfigure à sa manière cette libération, cet événement important qui a eu lieu ce jour-là. Vous voyez, quand on lit pour connaître l'art d'un écrivain, et cela est important, c'est de voir comment il transfigure la réalité, comment il recrée cette réalité. Vous voyez ? Et le regard de Tati Loutard, puisqu'il s'agit des chroniques, c'est le regard sur notre société, comment il pose les problèmes de manière, que ce soit dans ses textes narratifs ou dans ses textes poétiques, comment il les pose avec percutance, avec profondeur, avec ce qu'il appelle, avec une certaine fraîcheur. Hein, mais c'est ça Tati Loutard. Hein, avec également une certaine pudeur. Et ce que je retiens de lui, c'est l'humour de Tati Loutard. Merci, professeur. Si j'écris, c'est que j'ai toujours eu confiance en cette merveille scientifique ou métaphysique, peu importe, capable de venir chambarder les données fondamentales de l'univers. Je précise n'avoir pas la conviction que ce sera forcément au profit de l'homme. Je viens là de citer un extrait de l'entretien que livrait Sonila Boutancy à Édouard Monique pour parler de Sonila Boutancy. Alors, Sonila Boutancy, professeur, ce nom, comment résonne-t-il, comment vibre-t-il en vous? Bon, Sonila Boutancy, on retiendra de lui que ce fut le grand phénomène littéraire de l'Afrique francophone dans les années 80-90, et un tout petit peu après, parce qu'il y a des textes qui sont connus de lui après. Sonila Boutancy, c'est également un homme entier. C'est celui des trois écrivains qui, quand vous prenez Sylvain Bemba, il n'a pas écrit c'était un dramaturge, un romancier. Je ne lui connais pas de poème. Si vous prenez Tati, c'est un poète, un nouvelliste et un romancier. Mais quand vous prenez
Sonny Laboutancy, eh bien, il est à la fois romancier, dramaturge et poète. À partir de ce moment-là, ce qu'il convient de rechercher dans l'œuvre de Sonny Laboutancy, c'est quelle modulation il apporte, selon ces trois genres, à l'expression de ce que j'allais dire, sa métaphysique, à l'expression de ce que j'appelle son combat pour l'homme. Vous voyez, à l'expression de ce que j'appelle son identité, parce qu'il a défini son identité d'une certaine manière, à cette identité de la révolte. Vous voyez, quelles sont les modulations que chaque œuvre romanesque, poétique, dramatique apporte à cela. Mais c'est essentiellement la révolte et puis le travail sur le langage. Le travail, c'est en cela que l'œuvre de Sonny a été remarquée dans l'espace littéraire francophone. Et puis, bon, Sonny, à la différence de Sylvain Bemba, il était éblouissant de présence. Il était éblouissant de présence. On pense à Limoges qui vient de lui consacrer une rue de cette ville. Il y a une rue Sonny Laboutancy, écrivain congolais, et qui fait que à l'intérieur de l'espace francophone, le nom de Sonny Laboutancy reste encore un nom qui laisse un écho tout à fait remarquable. De par sa création linguistique, de par sa façon d'écrire, son invention lexicale, cette espèce d'écriture baroque qui est la sienne, c'est ça Sonny Laboutancy. Et puis avec la volonté d'identifier les choses, etc., c'est ça Sonny Laboutancy. Voilà. Alors, il faut dire que Sonny Laboutancy arrive dans le monde littéraire par le théâtre. C'est en fait le théâtre, les prix littéraires, il faut dire, les prix avec... Mais il n'est pas le seul, parce qu'au fond, Sylvain Bemba y est arrivé également par ce truchement-là. C'est par le théâtre que Sylvain Bemba a commencé à publier. Hein. Donc, et puis après, donc, ce roman qu'il nous donne, mais la poésie de Sonny, on l'a connue quasiment à titre posthume. Est-ce qu'il y a une justification à ça? On n'a vraiment pas connu Sonny de son vivant comme le poète, sinon que la plupart de sa somme poétique, il faut dire, a été publiée au lendemain de sa mort. Il s'en explique dans un entretien, mais je pense que c'était une question de priorité. La poésie a toujours un caractère plus ou moins confidentiel. Vous voyez, la poésie ne frappe pas avec autant de fulgurance, avec autant de percutance qu'un roman, qu'une pièce de théâtre. Bon, j'ai également publié un texte sur la poésie de Sonny Laboutancy. Dans les années 90, j'ai publié un texte. Ce texte existait déjà, mais c'était une plaquette, mais qui a été enrichie après parce que c'était un peu la gestion des manuscrits de Sonny Laboutancy qui ont permis de mettre à jour l'ensemble des poèmes qu'il a rédigés et qui ont permis de connaître ce côté, cet aspect, l'aspect poétique de sa création. Mais la poésie, qu'est-ce que c'est? C'est peut-être une façon de vivre, c'est peut-être une façon de s'exprimer. Dans un texte romanesque, on peut avoir une dimension poétique. Dans la déclamation d'un texte dramatique, il peut y avoir une dimension poétique également. Et là, c'est le rapport au verbe. Vous voyez, c'est le rapport au verbe plutôt que tout simplement la disposition, j'allais dire formelle, d'un texte, mais c'est le rapport au verbe. Le verbe peut être poétique dans une pièce de théâtre ou dans un roman. Cette fulgurance-là, ce développement incontrôlé, ou plutôt immense de certains personnages, ça a quelque chose de poétique également. Cette espèce d'infraction par rapport à ce que l'on attend, ça peut être également quelque chose de poétique. J'écris pour qu'il fasse peur en moi.
c'est également du Sony Laboutanchi. Et généralement, on a souvent dit que derrière l'écrivain, on a le philosophe, on a le penseur, et également ce que l'on pouvait dire autant, peut-être pas avec la même intensité pour d'autres écrivains congolais ou africains, professeur. Oui, mais est-ce que c'est ça la préoccupation principale de l'écrivain? Je pense que ce qui est intéressant pour l'écrivain, c'est d'abord de frapper des sensibilités, d'éveiller quelque chose. Pour qu'il fasse peur, vous voyez bien qu'il s'agit là de sensibilité. Vous voyez, il s'agit bien de sensibilité. Ça n'est pas pour philosopher. Ça n'est pas pour philosopher. Un écrivain n'a pas besoin de métaphysique. Un écrivain a besoin de frapper la conscience du lecteur. Un écrivain a besoin de frapper l'âme du lecteur. C'est cela, l'écrivain. Ça n'est pas... S'il a envie d'écrire de la philosophie, il peut écrire de la philosophie, mais combien lisent la philosophie? Mais une pièce de théâtre, d'assister à une pièce de théâtre, on sort de là avec un certain nombre d'affects, avec un certain nombre d'émotions, avec un certain nombre de sentiments qui peuvent permettre d'éveiller la conscience. Donc, je pense que l'aspect philosophique relève, à proprement parler, du commentaire des obsessions que peut abriter l'écriture d'un écrivain. Voilà. Parlant de l'écriture de Sony Laboutanchi, mais également certainement aussi pour les deux autres que nous avons déjà évoqués, l'écriture et la vie, chez Sony, chez Sylvain Mbemba, chez Jean-Baptiste Keita. Chez Sony, j'ai le sentiment que Sony vivait sa création. Vivait sa création, ne fût-ce qu'en tant que comédien, parce qu'il était quand même, il avait créé une pièce, plutôt une troupe théâtrale, le Rocado Zulu. Quel était le départ entre la vie et la création? On ne sait jamais quand est-ce qu'un comédien est véritablement comédien, c'est-à-dire qu'il joue une pièce, et quand est-ce qu'un homme vit une création littéraire. Bon, ça, on ne sait pas très très bien. Mais en ce qui concerne Sylvain Mbemba, nous avons parlé tout à l'heure de l'usage des pseudonymes, de cette espèce de couverture, de cette espèce de pudeur qu'il pouvait éprouver par rapport à ce qu'il écrit. Je dois rappeler que, en même temps qu'il aimait ses propres œuvres, qu'il écrivait des œuvres de qualité, c'était quelqu'un qui vivait avec beaucoup de modestie. Il n'y avait pas chez Sylvain Mbemba cette espèce d'autoglorification dans laquelle nous nous trouvons chez un certain nombre de jeunes écrivains. Il n'y avait pas cela. C'était une espèce de témoignage de l'écriture. Il se situait au croisement de sa vie et de ses lectures. C'était un grand lecteur. Est-ce que je me rappellerai toujours de Sylvain, mais douloureusement, c'est le fait qu'en 1998, il s'est trouvé quelqu'un, je ne sais pas qui a pris sur lui d'aller incendier la maison de Sylvain Mbemba, détruisant ainsi une grande bibliothèque dans laquelle il avait coutume de nous accueillir, qui aurait pu nous servir d'héritage matériel de l'esprit de Sylvain Mbemba. C'est cela. Et ça a été pour moi et pour les amis de Sylvain Mbemba une espèce de seconde mort, voyez, de Sylvain Mbemba. Je voudrais vous raconter un peu les circonstances pour voir la différence qu'il y a entre Sylvain Mbemba et Sony Laboutanchi. Sylvain Mbemba était décédé en France. Quand il arrive,
on a été un groupe d'amis à participer aux obsèques de Sylvain Bemba. Bien. Du côté français, il n'y avait que Nicolas Martin-Granel. En revanche, ça n'est pas un reproche, mais quand Sony est mort, et c'est certainement parce qu'il était conseiller municipal, il y a eu un hommage au centre-ville, un hommage important, un hommage solennel consacré à Sonila Boutancy au centre-ville. Vous voyez la différence qu'il y a entre les deux hommes. Et Sylvain Bemba n'a jamais été décoré. Et il me semble que quelque part, il y a la rumeur qui dit qu'il a toujours refusé toute décoration à titre posthume. Voilà un peu l'homme qui voulait se cacher derrière des pseudonymes. Voilà un peu le destin qu'il a eu à sa mort. Vous voyez, c'est tout à fait étonnant. Alors, Tati Luther, pour moi, bon, en relation personnelle, c'est d'abord, il a d'abord été notre professeur de littérature quand j'étais en première année d'université. C'est l'un de ceux qui nous ont initiés à la littérature africaine avec Jean-Pierre Makutambuku et qui nous a ouvert un certain nombre de choses, qui a écrit des textes importants, des textes importants notamment sur la négritude. Et ça, on ne le dit jamais assez, sur la négritude. Il fait partie de l'équipe avec Henri Lopez, avec Pierre Nzé, c'est l'école anti-négritude, l'école congolaise, c'est un des membres illustres de l'école congolaise anti-négritude. Qu'est-ce que ça veut dire être contre la négritude? C'est croire en l'homme au-delà de sa race, au-delà d'un certain nombre d'éléments identitaires, et croire en l'homme dans la mesure où il peut prendre ses responsabilités dans des conditions socio-historiques déterminées. C'est cela l'attitude de Tati. Okay. Et voilà. Alors pour Sony, nous n'avons cité aucun titre et j'aimerais bien le faire. Je suis ciné cardiaque, une pièce de théâtre déjà qui a connu donc la distinction du théâtre interafricain de RFI. La parenthèse de sang, également une autre pièce de théâtre. La coutume d'être fou, conscience de tracteur. Et pour juste quelques titres de théâtre, donc, et pour les romans, je citerai La vie et les mythes, Les temps honteux, L'antépeuple, des grands titres, n'est-ce pas, que nous laisse Sonila Boutancy, à côté de beaucoup, bien d'autres. Alors, là, nous avons parlé de l'écriture, donc l'écriture et la vie chez les trois écrivains, donc, pour lesquels nous sommes en train d'évoquer la mémoire. Sylvain Bemba, professeur André Passion Bokiba, généralement, lorsqu'on suit les témoignages des écrivains congolais, à l'instar de Tchétchéné Tivela, ils nous mentionnent toujours, n'est-ce pas, il faut dire, la présence de la littérature latino-américaine dans l'univers littéraire congolais, qui a été, juste naturellement, introduit par, il faut dire, qui a été très introduite par Sylvain Bemba. Oui, mais ça c'est une rencontre, qui a été signalée, une espèce de convergence entre l'écriture, les œuvres des écrivains congolais et les œuvres de latino-américains sous l'image du réalisme merveilleux ou du réalisme magique. Il suffit de lire un certain nombre de textes, La vie est demi, ce débridement du personnage de Shaidana. Il suffit de lire même Léopolis, on trouvera un certain nombre de caractéristiques, de lire certains textes même de Tchétchéné Tivela pour trouver des relations avec Garcia Marquez principalement. Voilà. Que je voulais bien mentionner. Alors, nous arrivons là donc au terme de notre échange, professeur André Passion Bokiba. Une dernière question. Quel a été le point commun de ces trois écrivains congolais?
Sylvain Mbemba, Jean-Baptiste Atouloutard, Sonia Laboutansi. Y a-t-il des points communs? Les points communs, je dirais tout simplement la fratrie. C'est tout. Cette espèce d'admiration qu'ils avaient les uns pour les autres. Et cet effort qu'ils entretenaient dans la promotion des œuvres des uns et des autres, et en gardant chacun sa singularité. Voilà, c'est ça, l'espace commun, c'est cela. C'est la fratrie, hein. La fratrie, et puis l'œil sur l'identité congolaise. Il n'y a qu'à voir le nombre de fois où le mot Congo apparaît dans l'œuvre dans la poésie de Atouloutard, racines congolaises, etc. Il y a tout un ensemble, chroniques congolaises. C'est cette identité-là, l'identité congolaise. C'est cela qui sert de base. Cette identité congolaise qui est symbolique de n'importe quelle identité, mais le regard qu'il pose sur la société congolaise, de manière métaphorique, de manière symbolique, mais on retrouve toujours, au détour d'une intrigue, on retrouve toujours, au détour de l'action, de quoi que ce soit, les éléments de l'imaginaire congolais. C'est cela qui est tout à fait notable chez les trois écrivains. Voilà. Merci en tout cas, professeur André Passion-Bokiba. Certainement une question que vous aurez bien voulu évoquer en quelques mots, que nous n'avons pas pu aborder naturellement. Non, ça va. Vous remercier tout simplement de m'avoir associé à cet hommage et inviter les lecteurs à s'approprier leur culture, leur littérature, c'est-à-dire de lire Sonia Laboutansi, de lire Sylvain Mbemba et de lire Jean-Baptiste Atouloutard. Merci en tout cas, professeur André Passion-Bokiba. Je rappelle que vous avez été également mon enseignant à l'université Malingovi et c'est un grand plaisir de vous avoir également distillé cette connaissance, pour ne pas dire cette grande culture qui est la vôtre sur le plateau de Cultura. En tout cas, rassurez-vous de cette grande considération, professeur. Merci, c'est avec beaucoup de plaisir que je l'ai fait. Merci. Merci, professeur, ami culturel. Voilà, nous sommes là au terme de notre entretien avec le professeur André Passion-Bokiba, avec qui nous venons d'évoquer là la mémoire des trois grands noms de la littérature congolaise. J'ai cité Sylvain Mbemba, j'ai cité Jean-Baptiste Atouloutard, j'ai cité Sonia Laboutansi. Merci, professeur. Je ne vous ai pas présenté. Lorsqu'on a dit André Passion-Bokiba, on sait que c'est un grand nom de l'université. Il faut dire d'abord que vous êtes donc professeur aujourd'hui, il faut dire honoraire. Je ne sais pas, en tout cas à la retraite. Merci, voilà. Professeur. Amis culturels, nous prenons date pour samedi prochain. À très bientôt. Professeur. Bon, je cours.